Du petit mot que vous avez laissé dans le dossier de votre patiente qui avait 10 psychotropes à l'intention de son médecin traitant. Quelle suite a donné le médecin traitant? Ah là là. Justement, oh là là. Donc la médecin traitant m'a envoyé un message injurieux en disant que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas et que c'était pas elle qui avait prescrit, c'était le psychiatre. Et que de toute façon, s'il avait prescrit ça, c'est qu'il y en avait besoin. Ben oui, c'est la clé du problème aussi, là. Hein. Les relations entre médecins. Oui, oui, c'est pas facile. Et bon, j'ai la chance que dans mon institution, le médecin coordinateur soit vraiment d'accord avec ce que je fais. Mais les autres, nous sommes dans un groupe hospitalier où il y a un petit hôpital, où il y a 3-4 EHPAD autour, etc. Et là, je suis quand même assez mal vu, sauf depuis janvier, où ils se sont aperçus que je publiais. Le médecin qui publie, c'est quand même assez honorifique pour l'institution. Y a-t-il des questions? Monsieur Tissier. Bonjour, je suis schizophrène, je fais partie du groupe d'entraide mutuelle de Melun, où je suis secrétaire, et je voudrais savoir, je prends beaucoup de médicaments, en particulier du clozapine, qui m'abrutit tous les soirs et au réveil tous les matins. Ce médicament, donc, vous avez dit qu'il nécessite une prise de sang mensuelle que je fais, pour vérifier que j'ai encore quelques globules blancs et quelques globules rouges. Mais je voudrais savoir comment faire pour moi, pour convaincre mon médecin de diminuer par 4 le traitement, comme vous avez fait avec vos patients. Je ne vois pas, a priori, moi je me sens de plus en plus guéri, mon médecin ne m'a jamais fait un compliment ni quoi que ce soit. Continue, il m'a hospitalisé un mois tous les ans, puis cette année, je ne sais pas, il ne m'a pas hospitalisé. Mais je prends quand même beaucoup de médicaments. Voilà une question très, très complexe à laquelle je ne peux pas répondre directement, mais il y a quand même un point. Je m'aperçois que quand quelqu'un qui souffre d'une maladie ou d'une autre dit « maintenant je voudrais bien que vous me diminuiez mon traitement », il faut se méfier parce que le médecin considère ça comme « ah, la maladie revient ». C'est très pervers. Hein, donc, je pense que alors, ce que j'ai réussi à faire, moi, c'est parce que les patients sont institutionnalisés. C'est-à-dire qu'en fait, on est en permanence en relation jour après jour. Pour quelqu'un qui habite en ville, c'est plus compliqué parce que la proximité de l'aide et la proximité de l'accompagnement est moins grande. Malgré tout, je pense que c'est possible, surtout, si j'ai bien compris, avec les groupes d'entraide mutuelle, qui sont une réponse, à mon avis, extrêmement intelligente et sophistiquée à toutes ces questions-là, en particulier pour la possibilité de vivre en ville. Maintenant, je pense qu'il faut aussi, peut-être ça pourrait être un objectif du GEM, c'est chercher, recruter, si je peux dire, des médecins et des psychiatres qui soient moins prescripteurs et qui acceptent le challenge, parce que c'est un vrai challenge de diminuer. Je n'ai pas dit non plus qu'on pouvait se passer totalement et toujours des médicaments, mais on peut sérieusement les diminuer, ça oui. D'autres questions? Bonjour monsieur, j'ai été très intéressée par votre conférence où j'ai reconnu beaucoup de choses, enfin de circonstances que je retrouve dans l'EHPAD où est hospitalisée ma mère. Beaucoup de choses qui ne me plaisent pas, notamment la lumière électrique, le fait qu'il ne soit jamais sorti, enfin je retrouve presque tout.
Pourriez-vous me dire effectivement s'il y a un projet de diminution des effectifs de personnel dans les établissements, car effectivement depuis 4 mois, on voit les patients, enfin j'y suis encore allée hier, qui ne sont plus levés parce qu'il y a un manque de personnel. C'est une EHPAD non psychiatrique, enfin une EHPAD normale. Donc on les lève une fois sur 2, au meilleur des cas. Moi j'y vais, des fois je suis obligée de la lever, sinon elle ne serait pas beaucoup levée, jamais sortie, mise sous la lumière électrique, devant la télé, allumée toute la journée, que personne n'écoute ni ne comprend, sans autre offre de distraction. Ma mère a 96 ans. Je peux vous dire que quand il y a de la musique, ou quand je la sors dehors au soleil, on voit qu'elle est bien. Donc c'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils n'ont plus d'émotion et qu'ils n'ont plus de satisfaction. Mais ça, c'est pas tellement cherché, c'est pas proposé. Donc est-ce qu'il y a délibérément un amoindrissement de la qualité de vie, si toutefois il n'y a jamais eu de qualité de vie dans les EHPAD? Il n'y a pas de diminution du budget au niveau national pour les établissements. Mais, je vous parlais du New Public Management, c'est comme si finalement les responsables d'établissements allaient au-devant des pouvoirs publics dans leur volonté de maîtriser les coûts. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si c'est très clair. En même temps, il n'y a pas vraiment de diminution, et en même temps, il y a une espèce d'auto-sabordage par certains. Alors, pourquoi auto-sabordage? Dans mon institution, ça reste encore relativement raisonnable, c'est une institution de service public hospitalier. Mais les EHPAD sont en partie, pas majoritairement encore, mais en partie des établissements privés qui deviennent des établissements privés à but lucratif. Et donc, qui cherchent à faire du profit. Ce qui veut dire que pour augmenter le profit, on rogne, comme partout ailleurs dans l'industrie, sur ce qui coûte. Et ce qui coûte dans un établissement de service, c'est le personnel. Donc ça, c'est une deuxième partie de ma réponse. Une troisième partie est le New Public Management. Il y a une chose dont il a très peur, c'est le pouvoir des soignants. C'est-à-dire que dès l'instant où on constitue des équipes qui commencent à réfléchir entre elles, entre les personnes, ça représente un risque de subversion. Et je le dis comme ça, c'est-à-dire que non, surtout, ne faisons pas réfléchir les gens. Il y a 2 conséquences. La première conséquence, c'est on disloque les équipes en faisant des équipes volantes. Donc, avec des soignants qui ne connaissent pas les résidents, qui les connaissent mal. Et qui connaissent mal le service ou les résidents mettent plus de temps à faire leur boulot et donc ont moins de temps pour s'occuper des gens, si je peux dire. La deuxième chose, c'est pour être autorisé et validé dans le cadre de l'évaluation externe, il faut proposer aux équipes de l'analyse de la pratique professionnelle. Alors, comment ça se passe chez moi? Oui, ça y est, ils ont recruté un psychologue pour faire l'analyse de la pratique professionnelle. Les agents ne sont jamais prévenus des dates. Il n'y a pas d'inscription pour l'année. Les cadres ne font pas leur planning pour les soignants en fonction des dates de l'analyse de la pratique professionnelle, ce qui fait qu'en fait, ils n'y vont jamais. Donc oui, il y en a. On peut témoigner. On paye un psychologue pour faire de l'analyse de la pratique professionnelle, mais ça ne marche pas. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais... Je suis obligé de reconnaître aussi que dans le service des déments déambulants,
Le bâtiment a été entièrement refait. Avant les travaux, le service était composé de 22 résidents, maintenant il est composé de 28. Mais avec le même personnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas diminué le personnel, on a augmenté le nombre de résidents. Donc si vous calculez bien, ça revient à diminuer le personnel. Une dernière question. Oui, bonjour. Je travaille pour le CAPAS qui développe à la demande de la RS Île-de-France un projet d'habitat inclusif sur 3 départements en Île-de-France. Vous disiez que la plupart des personnes finalement ont passé toute leur vie en institution et continuent leur parcours avec finalement une augmentation des soins et une diminution finalement quelque part de leur bien-être. Est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait justement une désinstitutionnalisation aussi tard en fait dans l'âge pour aller vers des formes d'habitat? Si je fais un rapide calcul, je me dis bon, un médecin psychiatre plus un médecin traitant, le coût en fait avec les charges, plus finalement de la prestation d'accompagnement à domicile mutualisée, plus le prix du logement, ça fait moins que les 2000 €, enfin les 1900 € cités en moyenne. Donc alors là, c'est pas très beau parce que c'est un calcul par le chiffre, enfin c'est une méthode d'évaluation par le chiffre, évidemment qu'on travaille autrement, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des pistes là-dessus? On est bien obligé de parler de chiffres aussi, mais il est vrai que les EHPAD, ce n'est pas une réponse particulièrement bon marché. C'est pas particulièrement bon marché dans la mesure où on fabrique des établissements relativement importants. À établissement relativement important, équipe importante, à équipe importante, nécessité d'une administration bureaucratique. Et l'administration bureaucratique, en soi, c'est quelque chose de coûteux. Donc, c'est vrai que moi, je serais beaucoup plus favorable à des tout petits établissements gérés localement, avec, oui, bien sûr, avec l'accueil, etc. Et éventuellement coordonnés par des structures ad hoc, un peu comme, si vous voulez, on a des crèches familiales qui coordonnent l'accueil des enfants chez les assistantes maternelles. Donc il y a énormément de choses à penser. Il y a aussi à penser des liens entre des services d'institutionnalisation quand ça devient nécessaire et des services à la personne en milieu naturel, si j'ose dire, mais qui ne soient pas seulement le domicile. Et puis, notre génération et la génération qui me suit vont arriver à l'âge de la vieillesse, et je pense qu'on va accepter beaucoup moins facilement que nos aînés ce genre de situation, et qu'il tient aussi à nous de réfléchir, de nous organiser à penser notre habitat pour notre vieillesse. C'est difficile à imaginer, c'est-à-dire qu'on habite une belle maison, j'habite une belle maison avec vue sur les falaises du Vercors. Imaginez que maintenant il faut que je commence à penser à un autre habitat partagé avec d'autres gens. C'est pas si facile que ça à mettre en œuvre. Mais je crois beaucoup, un peu comme les Baba Yaga à Montreuil, à l'idée qu'une espèce d'autodétermination de choses. Bon. J'ai vu d'autres expériences qui m'ont semblé aussi intéressantes. Je crois qu'il faut vraiment regarder tout autour de soi ce qui se passe. À Valence, dans la Drôme, l'entraide protestante avait 3 services dans le même pâté de maison. Un service qui était un foyer de jeunes travailleurs, un service qui était l'accueil de jeunes femmes avec enfants célibataires, et puis un EHPAD. Ils ont réuni les 3. Les jeunes travailleurs ont une diminution de leur loyer s'ils s'occupent des personnes âgées, et les personnes âgées valides
s'occupe des enfants, des jeunes femmes qui vont en formation ou qui vont chercher du travail. Bon, je ne veux pas le citer comme modèle, mais c'est quand même assez intéressant comme changement de perspective. Oui, complètement. C'est à l'occasion d'une réhabilitation architecturale que ça s'est fait comme ça, avec un réfectoire commun aux jeunes femmes, aux jeunes travailleurs et aux personnes âgées. Donc dans le réfectoire, il y a plein d'enfants qui courent partout. Ça change des choses déjà. J'ai vu aussi un HLM réhabilité, je crois que c'était en Bretagne quelque part, c'était à Lorient ou Vannes, ou je ne sais plus, par là-bas, où ils ont construit en même temps des logements pour les personnes âgées, en même temps des logements pour les étudiants, et en même temps la bibliothèque municipale. Tout mélangé. Bon. Voilà, l'imagination au pouvoir. On a eu une expérience de ce genre sur le territoire, là, mais ça n'a pas été réussi. Oui, je disais qu'on a eu une expérience de ce genre sur le territoire, c'est-à-dire une résidence pour personnes en autonomie, pour personnes âgées, dans laquelle on a accueilli des jeunes étudiants. Et ça, on a été obligé d'arrêter parce que ça ne s'est pas bien passé. Mais ce n'était pas pensé sur le plan architectural. Donc, ce qui a posé, voilà, on a, si vous voulez, on a transformé des chambres qui étaient jusqu'alors pour des personnes âgées en des chambres pour étudiants. Donc, la cohabitation a été difficile parce que le bruit, pas la même façon de vivre, etc. Donc, je pense que ces projets-là, il faut que ce soit vraiment réfléchi au départ et que l'architecture, dès le départ, soit pensée en fonction des façons de vivre des uns des autres. Même s'il y a des lieux communs, il y a des lieux collectifs où tout le monde se retrouve, il faut quand même sauvegarder, je dirais, une certaine intimité et des façons de vivre qui peuvent être différentes. Enfin, bon. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pardon, j'avais peur que je dise une bêtise. En particulier sur la question architecturale. Si on ne pense pas le projet, ça ne marche pas. Or, penser le projet, vous voyez, sur mon établissement, penser le projet, ça veut dire penser la pratique de soins, ça veut dire penser la pratique psychiatrique, ça veut dire penser la pratique d'accompagnement et d'éducation, ça veut dire penser l'architecture. Et tout ça dans un projet de service et d'établissement. Et rien n'est jamais gagné. Merci docteur pour cette passionnante conférence. Je vous rappelle qu'il y a un théâtre